Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première interview. Pour la première de l'inspiration de la semaine, je reçois Augustin Chénard. Salut Augustin, comment tu vas? Salut Alexandre, super toi? Écoute, impeccable. Magnifique. Merci d'être venu, ça fait vraiment plaisir. On a un peu galéré à arriver à trouver le créneau, mais au final ça l'a fait, donc c'est parfait. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous dire un peu ce que tu fais actuellement? Carrément. Écoute, alors déjà, première chose, ça me fait un peu bizarre d'être devant la caméra, sachant que derrière, d'habitude je suis plutôt derrière, on y reviendra juste après, mais c'est un peu bizarre. Ouais, mais c'est cool d'expérimenter un peu de l'autre côté. Et puis moi du coup je suis étudiant en master en M1 à Bordeaux et je suis alternant à Paris. Donc je suis un peu entre les deux villes, c'est un peu le bordel mais ça se fait. Et puis voilà, du coup je bosse pour une boîte de podcast et à Bordeaux je suis étudiant à l'ESCA classique. Ok, en master. Top. Écoute, on va partir sur 4 petites parties dans cette interview. La première, on va aborder du coup ton enfance et ton parcours académique rapidement. Après, on regardera tes stages et tes expériences professionnelles que tu as fait. La troisième partie, celle qui nous intéressera le plus, ça va être tes projets perso et tes projets entrepreneuriaux que tu as pu faire. Trop cool. Et on finira sur ton avis sur l'entrepreneuriat un peu plus généralement. Déjà, pour commencer, comment tu étais dans ton enfance en tant que jeune et comment tu te voyais toi? Comment est-ce que je me voyais quand j'étais jeune? Je pense que j'ai toujours été assez sage entre guillemets. J'ai jamais été très excentrique, etc. J'ai eu des périodes où je l'étais un peu plus, je me cherchais plus, etc. En fait, moi j'ai grandi en région parisienne de base. Okay. J'ai fait la moitié de ma vie là-bas. Ensuite j'ai fait un petit saut dans le nord et je suis très vite redescendu à Lyon où on a installé maintenant avec ma famille depuis 10-12 ans, un truc comme ça. Et donc du coup, tu as déjà fait ton primaire à Paris et ouais, j'ai fait. Alors, j'étais pas à Paris, j'étais vraiment en région parisienne. Du coup, j'ai fait tout mon primaire là-bas. Donc, j'ai connu une première vie ici et j'ai connu un peu une deuxième vie à Lyon où j'ai en fait un peu tout vécu, quoi, en gros. Et ce qui est assez drôle, c'est que entre les deux, on est au moment où je suis allé dans le nord, c'est à ce moment-là que c'est un peu différencié. Et que j'ai pris d'autres. J'étais un peu moins sage, etc. Je me cherchais plus, je pense. Et le fait de retrouver une stabilité à Lyon m'a remis un peu dans un truc un peu plus fluide. Et ça, je trouvais ça intéressant. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des petits frères. On a toujours été très très proches. Et on s'est toujours super bien entendus. Encore une fois, ça dépend de l'âge, mais de manière générale. Donc ça, c'était cool. On s'est beaucoup amusé. J'ai beaucoup de très très bons souvenirs de mon enfance. Pas du tout une enfance difficile ou quoi, vraiment pas. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Tant mieux, hein. Oui, clairement, oui, ça c'est clair. Et en cours, tu avais plutôt des bons résultats, tu étais un bon élève ou tu étais un élève moyen et comment Est-ce que tu aimais l'école? Ouais. C'était quoi ton point de vue un peu sur ta scolarité, que ce soit collège, primaire, lycée? J'aimais bien l'école, en fait j'aime beaucoup apprendre. Et donc quand j'ai l'impression d'apprendre des trucs, je trouve ça génial. Quand j'ai moins l'impression, ça me fait vite plus chier. Mais bon, j'étais plutôt un bon élève au primaire. Au collège, j'ai assez vite moins été. J'ai été toujours un peu dans la moyenne haute, quoi, en gros. Moyenne haute. Parce que, en fait, je trouvais ça... à partir du moment où je voyais que j'apprenais plus par moi-même que via l'école, je me suis dit, mais en fait, pourquoi continuer à aller à l'école, quoi? Pourquoi, si je peux apprendre des trucs par moi-même, autant aller voir ce côté-là et voir ce que ça peut donner, quoi. Donc j'ai très vite voulu aller, par exemple, au lycée, essayer de faire des petits projets, ou même au côté du collège, essayer de trouver des petits trucs pour apprendre par moi-même. Ça, je trouvais ça cool. Explorer ma curiosité, quoi, en gros. Et du coup, pourquoi tu as choisi une école de commerce après le lycée, si justement tu avais envie d'apprendre par toi-même? Pourquoi tu t'es dit, je m'envoie dans 5 ans d'études supplémentaires, parce que du coup, tu fais un master? Ouais, tout à fait, ouais. Alors, je pense que déjà, il y a les parents, ça joue toujours, hein. Mes parents, ils ont fait. Mon père est médecin, ma mère est aussi dans le milieu hospitalier, etc. Donc, c'est quand même c'était un peu obligé de faire un master, quoi, en gros. Et puis, même moi, j'avais envie de faire des études parce que je trouvais ça intéressant. Et puis, mine de rien, en France, t'as quand même pas tout à fait le choix si tu veux un cursus à peu près classique. Et ça aide d'avoir aussi un bon diplôme. Ouais, de fou. Faut pas le négliger. École de commerce parce que je savais pas où je voulais aller. Je savais que j'étais pas ingé, je savais pas que j'étais pas santé, je savais que j'étais pas trop médecin ou quoi. Du coup, l'école de commerce, ça me plaisait bien. J'aime bien tout ce qui est business. Je trouve que c'est des relations qui me correspondent plutôt bien, donc ça c'est cool. Et puis je savais pas où je voulais aller, quoi. Concrètement, je savais que j'avais pas envie de faire de prépa parce que je voulais avoir mes projets à côté des études. Ça, je le savais direct. Donc c'était vraiment j'ai tout de suite su que je voulais faire une école de commerce sans prépa. Mais voilà, école de commerce, parce que je savais que ça allait me délivrer un diplôme et me laisser le temps. De toute façon, on va revenir sur tes projets que tu as fait en parallèle. Ouais, tout à fait. Et est-ce que
collège et lycée notamment, Ouais. tu avais une idée de le métier que tu aimerais faire plus tard, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu fais actuellement. Ouais. Est-ce qu'au collège, lycée, tu avais déjà des premières idées? Est-ce que ça s'est affiné? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es aligné toujours avec tes envies ou est-ce que Ouais. ça a beaucoup changé parce que souvent, ça change énormément. Ouais, c'est clair, en c'est grandissant. sûr. Quand j'étais petit, je voulais être cuisinier. Ça, c'est Ok. ce dont je me souviens. Donc, un peu rien à voir parce que en plus, je suis vraiment pas très bon en cuisine. Bref. Donc, je voulais faire ça. Mais par contre, je me souviens pas ce que je voulais faire quand j'étais au lycée-collège. Je pense que j'ai toujours voulu être mon propre patron. Ça, je pense que ça a assez vite été. Enfin, c'est le côté liberté, quoi. Ouais. Je me disais, putain, si j'ai envie d'aller en vacances ou je sais pas, de faire un projet qui me tient à cœur, j'ai envie de pouvoir le faire tout de suite sans me poser de questions. Et ça m'importait beaucoup. Après, non, j'avais pas de métier précis en tête. Ouais, j'ai voulu me laisser aller et puis voir où ça mène, quoi. Très bien, très bien. Et du coup, ça permet de faire la transition aussi parce que en école de commerce, parce que moi aussi je suis en école de commerce, Carrément. on a la chance d'avoir des stages. Ouais. Et donc toi, j'ai vu que tu avais fait 3 stages avant du coup d'intégrer ton alternance. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler du coup de tes stages? Comment tu les as trouvés? Ouais. Rapidement, bien sûr. Dans quelle boîte tu as été et les postes que tu as occupés sans trop... Ouais, complètement. Bah, en fait, je me suis vite rendu compte que il fallait que je teste un maximum de trucs. Comme je savais pas où je voulais aller, il fallait que je teste à la fois différents types d'entreprises, donc avec des tailles différentes, et parce que je savais que ça marchait pas pareil dans les entreprises qui a 3 employés et une entreprise qui en a 5000. Et je voulais tester aussi toutes les fonctions d'entreprise. Et tout en ayant aussi une espèce de responsabilité à chaque fois. Moi, j'ai un peu horreur de faire un truc pour rien. Ouais. Et du coup, je voulais avoir une sorte de responsabilité. Mais c'est pas facile à trouver, C'est pas facile à notamment dans trouver. les premiers, Exactement. premier et deuxième stages. Ouais, C'est là où pas c'est évident. difficile et où... Et c'est pour ça que j'ai fait, en fait, j'ai fait un peu un plan dans ma tête en me disant comment je peux avoir des responsabilités dès le premier stage. Ben, c'est en prenant une boîte où il y a peu de monde et donc j'aurai plus de responsabilités. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par une petite entreprise qui faisait une application et il y avait 2-3 employés. C'était vraiment le tout début du projet. Et je me suis dit, je faisais déjà un peu de communication, etc. Donc je me suis mis là-dedans. J'étais head of com, quoi, en gros, ça peut un peu rien dire, mais je m'occupais de la communication pour une boîte de 2-3 employés. Ensuite, j'ai augmenté un peu avec 10 employés. Là, j'étais plutôt dans la vente. Et ensuite, une boîte à 400 employés. Donc, tu vois, à chaque fois, je testais différentes fonctions d'entreprise avec différentes typologies. En fait, ça me permettait de progresser au niveau de mon cursus tout en gardant une sorte de responsabilité à peu près équivalente, quoi. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Ça m'a aussi permis de comprendre ce que je préférais, ce qui me correspondait le plus. Ouais, c'est bien de toucher à tout pour Bah justement ouais, après faire ouais. ta sélection et Bah savoir ouais, ce que c'est t'aimes, ça. ce que t'aimes pas. Bah exactement, Et il faut après, goûter avant de savoir, quoi. Exactement. Si on aime. Et est-ce que du coup, à côté de tes stages ou avant tes stages, Ouais. tu avais déjà bossé, notamment job d'été, job étudiant, etc. Ou est-ce que du coup, en l'occurrence ton premier stage en première année, c'était Ouais. ta première expérience pro? Non, j'avais déjà bossé un peu. J'avais déjà bossé un peu tu vois, en tant que serveur, j'avais fait pas mal de déménagements, enfin des petits jobs, quoi. Ouais. Enfin, mon but c'était un peu de me faire de l'argent, hein, concrètement. Ouais, mais tu étais déjà sensible du coup au travail et à, Ouais, et à tout à fait. travailler, Ouais. gagner de l'argent, Alors j'avais. se bouger un peu entre guillemets. Ouais, ah oui, ça complètement. Enfin, oui, clairement. J'ai toujours été éduqué là-dedans, j'ai eu cette chance. Et donc, oui, ça, je l'ai toujours été. Mais ouais, en fait, en faisant ces petits jobs, déjà, par exemple, moi, un de mes souvenirs qui m'a marqué, c'est quand j'ai fait serveur en crêperie pendant c'était un week-end de Pâques ou je sais pas quoi. Enfin, bref, une affluence de fou. Et j'ai fait 2 jours en crêperie, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, en fait, je ne veux jamais refaire ce truc-là. Ok. Et du coup, je me suis dit, ok, comment est-ce que. Parce qu'il fallait que je gagne quand même de l'argent à côté des études, enfin à côté du lycée. C'est quand même sympa de pouvoir se faire plaisir et tout. Et j'ai dit, ok, comment est-ce que je peux gagner de l'argent sans me faire chier? L'entrepreneuriat. C'est l'objectif de beaucoup de monde. Exactement, ouais, tout à fait. Donc en fait, c'est vraiment ça ma porte d'entrée à l'entrepreneuriat en me disant, ok, j'ai envie de faire un truc qui me plaît, mais d'être payé pour le faire. Donc en fait, j'ai pas le choix, quoi. Faut Ok. falloir se bouger. C'est bien que ce soit ça ton point justement Ouais. de démarrage en entrepreneuriat, parce qu'il y en a plein qui veulent se lancer et je pense qu'ils n'ont jamais goûté, qui savent pas, c'est etc. pas évident, ouais. Et d'avoir des premiers jobs, même si c'est des tout petits jobs, c'est vrai que c'est super important. La valeur Ça du permet- travail est exactement. très importante. Ouais. Et du coup, après ces 3 stages, là, tu es rentré en alternance chez Ouais. Osmo Media, Orso Media, ouais. Orso Media. Ouais, tout à fait. Et donc, pourquoi tu t'es retrouvé, pourquoi dans le podcast? Parce Ouais. que c'est du coup une boîte de podcast. Pourquoi te lancer dans le podcast et comment est-ce que tu as trouvé cette alternance? Ouais,
Alors du coup, moi j'ai fait une année de césure entre ma 3A et ma 4A, donc j'ai fait mes 3 stages, une année de césure, et ensuite là je suis du coup en M1. D'ailleurs, on reviendra sur ton année de césure Ouais, tout à fait. juste C'est après. juste pour reprendre le fil. J'avais quand même envie de toucher un peu à tout ce qui est contenu. J'avais pas envie de faire de la vidéo parce que c'est un secteur que je connais déjà. Du coup, je voulais essayer quelque chose d'autre, mais rester dans la création de contenu. Et j'ai vu qu'il y avait une espèce de tendance autour du podcast qui est née aux États-Unis autour de 2015 et qui est arrivée en France plus autour de 2020. Et je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Donc, prendre un rôle de vente, donc en lien avec mon école de commerce, et en même temps toucher à ce qui me plaît, moi, ma passion, pour le contenu. Et donc, je trouvais que c'était un bon entre-deux. Et ça m'a bien plu. Quoi. Parce que du coup, là, on n'a pas expliqué, mais du coup, quel poste t'occupes dans ce média? Moi, je suis sales, donc c'est un label de podcast, donc on accompagne une vingtaine de podcasts. Alors, c'est que des podcasts business et finance personnelle. Et moi, mon job, c'est d'aller chercher les marques qui vont sponsoriser le podcast. Okay. Pour que les marques elles puissent profiter de l'audience des podcasteurs et que les podcasteurs ils puissent vivre de leur podcast. Okay. Et puis c'est surtout une bonne expérience pour toi parce que même à titre personnel, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a besoin de chercher des financements, trouver des sponsors, trouver de l'aide. Donc c'est du coup un bon exercice parce que ça te servira forcément que tu restes dans ce monde-là ou pas. Ça te servira et ça te fera des armes pour la suite. On pourrait y revenir plus tard, mais le but c'est de prendre un secteur et d'essayer de monter dedans. Et en fait, c'est de rester focus sur un secteur. Carrément. C'est intéressant. Maintenant, on va passer sur tes projets et ce que tu as réalisé. Parce que à côté des études, tu as quand même fait pas mal de choses. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui se bougent, on va dire, autant à côté. Tu as commencé par créer Hospictura, ta boîte. Tout à fait. Déjà, explique-nous ce qu'est Hospictura et quand est-ce que tu l'as lancé. Ouais. En fait, à côté du lycée, je crois que j'étais en première, fin première, je me suis découvert une passion pour la photo et la vidéo. En achetant un premier petit drone, à la base c'était vraiment juste pour m'amuser parce que je suis un grand fan de technologie. Donc les drones commençaient à émerger et moi j'avais envie de m'acheter un premier drone. Je me suis acheté un premier drone et je me suis rendu compte que l'image me fascinait. Je trouvais ça génial de pouvoir monter dans les airs et puis de filmer les petits trucs et après faire le montage. Des points de vue vraiment différents. Ça, je trouvais ça trop cool. Donc à partir de là, j'ai commencé à me former sur la vidéo, le montage, etc. Je me suis vite rendu compte qu'il y avait un potentiel business. Tu vois, dès le deuxième ou troisième mois, j'étais vraiment encore très mauvais. Et en fait, j'ai signé mon premier client. Donc tu vois, je me suis fait 70 balles et j'étais tout content. Et je me suis dit, mais en fait, là, je peux faire ce que j'aime et être payé pour le faire. Mais comment tu as trouvé ce premier client ? Alors, contact, tu sais, un pote d'un pote, enfin vraiment juste comme ça. Hein. Et je teste le truc et je me dis putain, c'est trop bien quoi. Et donc après, tu as fait une vidéo pour lui ? J'ai fait une vidéo pour lui, tout à fait. Et il m'a payé 70 € et puis voilà. Et ensuite, au fil en aiguille, j'ai trouvé d'autres clients. Donc j'ai pas mal bossé pour des petites entreprises, pour des musées, des artistes, des trucs comme ça. Et donc ça, c'était toujours en première ? Ça, c'était en première et terminale. Première terminale, ok. C'est vraiment là que je me suis lancé. Et en fait, quand j'arrive dans les études supérieures, je vois que j'arrive à un certain palier. Et je me dis, ok, comment est-ce que je peux réussir à passer ce palier ? Alors, dans la vidéo, tu as deux choix pour ça. Soit tu te spécialises dans un type de vidéo, donc les formats verticales, le format YouTube, le documentaire, ou tout comme ça. Ou alors tu choisis une niche, donc ça va être par exemple le mariage, la musique, ou d'autres secteurs un peu moins connus. Et moi, j'ai décidé de me spécialiser dans la santé, notamment parce que mes parents travaillaient dedans, donc ça me permettait un accès. Et parce que je me suis rendu compte que le secteur de la santé, c'est assez particulier. C'est-à-dire qu'il y a quand même un vocabulaire, il y a souvent des enjeux, tout le monde n'y rentre pas comme il veut, il y a des barrières à l'entrée concrètement. Et c'est un milieu qui n'est pas très sexy concrètement. Bosser avec des médecins, c'est pas foufou. Ouais, puis c'est vrai que quand on pense à la vidéo, on pense vraiment pas au premier sujet, à l'hôpital ou à la santé. Pourtant, pourtant il y a des trucs à faire. Bon, faut jongler un peu avec les règles, on est d'accord. Ouais. Mais c'est pas interdit en tout cas. Et donc moi je me suis spécialisé là-dedans, c'est là que j'ai lancé Hospictura. Et du coup le but c'est que j'accompagnais en fait des hôpitaux, des cliniques sur la création de vidéos et aussi leur stratégie de communication. Et eux concrètement c'était quoi les demandes ? C'était pour visiter c'était pour faire les visites de nouveaux hôpitaux ou c'est vraiment juste, un exemple très concret c'est t'as une EHPAD, donc une maison de retraite. Ils vont ouvrir un nouveau bâtiment par exemple et ils vont vouloir présenter ce nouveau bâtiment aux patients qui vont soit qui sont sur place, qui vont changer de bâtiment, soit qui vont arriver plus tard, le présenter aux médecins, le présenter aux élus locaux, c'est important pour eux aussi.
Donc voilà, donc ça le meilleur moyen de le faire, c'est une vidéo. Donner envie. Ouais, donner envie aux gens. Et puis aussi, ouais, au futur, enfin, il y a une concurrence, hein, on s'en rend pas compte, mais il y a une concurrence entre les maisons de retraite, donc il faut bien qu'ils se démarquent quelque part, quoi. Donc, ok, donc c'est comme ça que tu t'es lancé. C'est là-dedans que je me suis lancé dans l'hospitoir. Ouais, ta première aventure entrepreneuriale, ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et c'est quoi qui t'a donné envie, du coup, en première, pourquoi tu t'es dit j'ai besoin de travailler, j'ai envie de trouver des clients, qu'est-ce qui t'a motivé justement à créer ta boîte et à te lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'en soi, en première, on pense pas forcément à ça, et même si on adore la vidéo, on se dit pas forcément je vais en faire un business. On peut juste se dire j'aime la vidéo, je filme. Ouais, comment ça se fait que parce que je voyais un peu long terme, quoi. Je me disais là il y a, j'ai eu un peu un feeling, je pense, hein. Je me suis dit là il y a un truc à creuser, quoi. En fait je crois que je me suis assez vite rendu compte de la chance que j'avais d'avoir une passion. Okay. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Et là je me suis rendu compte que j'ai une passion, je m'en suis rendu compte. Et je peux réussir à l'exploiter pour avoir un semblant d'en vivre. Et ça, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc j'ai voulu me dire, mais saisis cette opportunité, quoi. Il n'y a même pas de questions à se poser. Puis en plus, ça t'évite de te faire chier d'avoir des boulots l'été et tout. Enfin, tu vois, j'ai jamais bossé l'été, quoi. Parce que j'avais cette petite boîte qui me générait assez de fric pendant toute l'année pour m'éviter de bosser l'été et que je puisse juste profiter. Du coup, ça fait la parfaite transition, parce que est-ce que toi, tu as créé ça dans le but de te dire j'ai cette activité pour faire comme un extra et pour me faire un peu des sous à côté, ou est-ce que tu t'es lancé là-dedans en disant objectif, c'est fin d'études, je veux que cette boîte elle explose? Au tout début, quand tu as commencé, c'était quoi ton ambition? Parce que j'imagine que ça a pu changer ou pas. C'était quoi ton ambition? Est-ce que c'était vraiment je veux développer cette boîte, ou est-ce que c'est je m'amuse, je me fais du fric, c'est trop cool et j'avance? Moi, je bosse souvent en entrepreneuriat par étapes, quoi. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une vision long terme. Ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais si tu te projettes pas à genre 6 mois, 1 an, si tu découpes pas, ça marche pas, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai jamais réussi à fonctionner comme ça. Donc au début, non, le but c'était d'avoir des premiers clients, d'avoir un certain CA, tu vois, de me faire peut-être, je sais pas, 5 000 € sur l'année. Donc ce qui représente, je sais pas, 1 ou 2 projets, un truc comme ça. Okay. Et puis voilà, de signer tes premiers clients, faire tes premières réunions avec des clients, tu vois, des petites étapes comme ça. Et donc ouais, au début c'était simplement faire un petit peu d'argent pour me faire plaisir. Ensuite ça a été ne plus dépendre de mes parents, c'est-à-dire tu vois, la première année où j'étais en école, j'ai toujours détesté demander de l'argent à mes parents. Okay. Et mon but c'était d'être le plus vite possible financièrement indépendant. Et donc dès la 2e année, quasi, un truc comme ça, ou 3e peut-être, j'étais indépendant financièrement, en tout cas pas au niveau du logement, mais sur tout le reste, j'avais plus de charges et tout. Pour les sorties, pour les vacances, sorties, je me débrouillais complètement. Ouais, tout à fait. Donc ça m'a permis de voyager, de faire des road trips, des machins trucs. Enfin, j'avais vraiment une liberté sans en demander à mes parents, et ça me plaisait bien, quoi. Ok, top. Et quelles ont été les leçons et les enseignements que tu as pu tirer justement de cette première aventure entrepreneuriale? Et également aussi, aujourd'hui j'ai vu que tu avais arrêté. Est-ce que tu as mis en suspens, en pause, ou est-ce que tu as arrêté cette boîte pour te préparer à d'autres projets? Au niveau de l'apprentissage, au début tu as tout à apprendre. Donc le piège, c'est au début tu apprends beaucoup, c'est vraiment une courbe, quoi. Au début tu apprends énormément, et au bout d'un moment tu apprends moins. Et c'est là qu'il faut réagir. Et donc j'ai appris sur plein de trucs. Tu vois, ce que je disais, le fait de faire des réunions clients, c'est pas inné, quoi. Genre, faut apprendre à le faire, faut apprendre à comprendre une demande, faut apprendre à répondre à cette demande, à pas oublier des points, à voir le détail, la posture. Enfin, il y a plein de trucs. Et ça, c'est génial. Et ça, mine de rien, à l'école, on te l'apprend pas, quoi. Donc, en tout cas, on te l'apprend après. Et ouais, le fait d'acquérir ces trucs-là, moi, ça m'a beaucoup aidé donc, dans le business. Et aussi, à l'école, par exemple, c'est con, mais à l'oral, je sais que j'avais plus d'aisance parce que j'avais l'habitude d'avoir un peu plus de pression, des trucs comme ça. Ça m'a bien aidé. Et pourquoi j'ai arrêté, c'est aussi ces questions d'apprentissage. Moi, quand je lance quelque chose, c'est pour apprendre. C'est le premier truc qui me motive. Donc, quand je me rends compte que j'apprends plus, ou que certes, ça me fait un peu d'argent, mais que oui, j'apprends plus, et puis je vois pas tellement de perspectives, etc. C'est un peu ça qui m'a fait arrêter, tu vois. Okay. Je me rendais compte que j'arrivais à un palier, que j'avais fait ce que je voulais de cette boîte. Et que tu avais besoin d'autre chose, toi, personnel. J'avais besoin de définir, complètement. J'avais besoin de passer à autre chose, des trucs qui me plaisaient plus aussi. Comme je te disais, bosser avec des médecins, c'est pas toujours très fun. Ouais. Donc c'est très cool. Au début, tu apprends plein de trucs, c'est génial. Tu te fais de l'argent, c'est cool.
Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le sens, il y a aussi l'épanouissement aussi, ouais, la raison de pourquoi on travaille, enfin pourquoi on fait ça. Ouais, complètement. C'est aussi ce qu'on recherche quand on entreprend, c'est de faire un truc qui nous anime, et pas juste bosser pour bosser. Exactement ça. Et donc justement, après, tu as pris une année de césure, du coup, tout à fait. Là tu en reviens. Ouais. Et donc cette année, elle a été découpée en 2 semestres. Et le premier, du coup, tu es parti en Afrique avec Jérémy Goyot pour créer un média sur les entrepreneurs des pays émergents. Tout à fait, t'as bien travaillé. Exactement, j'ai bien regardé. Déjà, qui est Jérémy Goyot et comment tu t'es retrouvé à faire ça? Parce que c'est pas un truc qu'on entend tous les jours. Non, moi, clair. Quand j'ai appris ça, j'ai été étonné de voir qu'il y avait des gens qui faisaient ça, donc c'est hyper intéressant. J'étais le premier étonné à choper un truc comme ça, je vais pas te mytho. Non, en fait, alors, moi à cette époque-là, j'étais à Bruxelles, j'étais en stage chez Malte, donc une entreprise de freelancing, et donc super poste et tout, c'était une très très belle expérience. Et en fait, un beau matin, d'ailleurs, c'était il y a littéralement 2 ans, un truc comme ça, enfin c'était courant février, et en fait, je tombe sur un post LinkedIn où Jérémy Goyot, du coup, dit je cherche un filmmaker pour m'accompagner en Afrique, filmer toutes nos aventures et aller découvrir l'entrepreneuriat en Afrique. Donc tu vois ce post-là, il y a marqué... Ça interpelle. Ça interpelle. Putain, il y a un problème, quoi. C'est quand même bizarre. Et puis dans les conditions, tu regardes, ok, le voyage est tout financé, le matos est payé, t'es payé pour réaliser les vidéos. Bref, c'est un délire. Et putain, c'est pour moi. Non, mais c'est ça. Le premier réflexe, c'est. Alors, déjà, tu vas regarder, c'est pas un spam, premier truc. Ensuite, tu te rends compte qu'il a quand même 30 000 abonnés, donc ouais, c'est pas n'importe qui non plus. Et en fait, j'ai eu un truc, je me suis dit, ça, c'est pour toi, ce truc-là. Il faut que tu l'aies. Et pourtant, je connaissais pas du tout Jérémy, etc. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Mais j'avais ce rêve d'aller en Afrique. J'avais pas envie d'y aller tout seul, parce que ça peut faire peur, etc. Et donc là, je me suis dit, putain, mais t'as envie d'aller en Afrique? C'est la combinaison parfaite. Du coup, je me souviens, genre, il était 22 ou 23 heures. J'étais en pyjama, je me fous dans ma chambre. Il fallait faire des petites vidéos pour se présenter et puis pour faire un peu une première sélection, quoi. Mais pour montrer que tu sais faire du montage de la vidéo. Non, même pas. Là, c'était juste, c'était répondre à des questions, mais en vidéo. Ok. C'est pour que lui, il en sache plus sur toi. Exactement, juste pour avoir le visuel, quoi. Et il faisait tout noir dans la chambre, on voyait rien du tout. Et le premier truc que je lui dis, bon, alors je suis désolé pour la qualité, c'est dégueulasse, je te promets que mon taf, c'est pas comme ça. Moi, je te connais pas du tout, mais par contre, le projet, il me botte. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Et du coup, le recrutement a duré 2-3 mois. Il y avait plein d'étapes. Et pour avoir un peu de sécurité, parce que ce qui était dur, c'est qu'il cherchait quelqu'un pour faire les vidéos. Mais quand tu pars sur un projet comme ça, t'es quand même amené à passer 4 mois avec la personne. Ouais, c'est sûr. Donc il te faut quand même un mec avec qui tu t'entends pas trop mal. Et où tu vis sûrement des galères et tout. Tu vis des galères et tout, ouais, complètement. Donc la sélection s'est fait comme ça. Et ensuite, du coup, je suis parti à partir de juillet 2022. Alors, autour du monde, on est parti d'abord, on a fait un séminaire, à l'île Maurice pendant 3 semaines. Il y a pire. Royal. Il y a pire. Sûrement le meilleur séminaire de ma vie. C'est sûr. Et puis ensuite, on est parti du côté de la Colombie. Et ensuite, on est parti en Afrique. Ok. Là, on s'est intéressé. Donc, on était basé au Ghana. Et on a virevolté entre le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire et les îles Sao Tomé. Et du coup, on allait rencontrer les entrepreneurs sur le terrain pour essayer de comprendre un peu les problématiques auxquelles ils répondent dans les pays, dans ces pays-là. Et puis, changer aussi un peu l'image qu'on a, qui est souvent un peu biaisée de ces pays. Tu vois, quand tu tapes Nigeria sur Internet, le premier truc qui sort, c'est que tu as l'ambassade de France qui dit n'y allez pas parce qu'il y a des terroristes qui peuvent vous enlever, il y a des attentats, etc. Enfin bref, l'image est vraiment pas dingue. On voit pas du tout le côté boîte, start-up, entrepreneuriat. Exactement, il y a un nombre de trucs qui se passent, mais c'est complètement dingue, quoi. Et ça, moi, je trouvais ça cool de le partager. Et je trouve ça toujours, je suis très content d'avoir pu faire ce truc-là, d'essayer de juste apporter ma petite patte pour essayer de... Ouais, je trouvais ça dommage qu'on puisse avoir cette image, quoi. Donc ça, je trouvais ça cool. Et c'était quoi, du coup, les ambitions en partant, enfin vos ambitions à tous les deux, du coup, en partant et en créant ce média? Et sur quelle plateforme vous diffusiez le contenu que vous faisiez? Tout était sur YouTube, donc complètement gratuit, accessible à tous, etc. Ce projet, il n'y avait pas, tu vois, par exemple, il n'y avait pas un nombre d'abonnés précis, il n'y avait pas un nombre de vues précises, etc. Parce qu'on savait que le sujet était tellement niche
que on n'avait pas à s'adresser au grand nombre. Il n'y a pas tout le monde qui tape sur YouTube entrepreneuriat nigérien. Au début, j'ai un peu cru. Non, personne ne fait ça. Okay. Donc, y compris les gens qui te connaissent. Bref. Et donc, ouais, l'objectif, c'était vraiment de rencontrer un maximum de personnes. Pour Jérémy, c'était aussi se faire sa place un peu dans cet écosystème, le découvrir, parce qu'il est fan d'entrepreneuriat, il entreprend aussi en Amérique latine. Parce que du coup, on n'a pas parlé de qui est Jérémy. Pardon, c'est vrai que j'ai complètement zappé ça. Mais du coup, si tu peux préciser rapidement. Ouais, Jérémy, c'est. En gros, il a commencé sa carrière chez eFounders, donc un startup studio à Paris, qui est très très connu. Et en gros, il est arrivé dans une petite boîte à l'époque qui s'appelle aujourd'hui Spendesk. Et il est arrivé genre 4e employé. Et il trouve que Spendesk aujourd'hui, c'est une licorne, ça vaut plus d'1 milliard. En fait, il a connu toute la croissance dans cette boîte, toute l'expansion. Et à la fin, il a fini par lancer les États-Unis, donc Spendesk aux États-Unis. Il est devenu Head of Growth de Spendesk. Donc Spendesk, c'est peut-être 500-600 employés. Bref. Donc il avait des postes à responsabilité très élevés. Et au bout d'un moment, il ne se retrouvait plus forcément dans l'entreprise. Et il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat pour lui. Notamment via ce projet en Afrique et tout un tas d'autres projets aussi. Donc voilà. Ok, génial. Et est-ce que tu as trouvé, enfin vous avez trouvé, mais toi aussi particulièrement, des différences entre les entrepreneurs de pays émergents et les entrepreneurs français et occidentaux, on va dire, ou est-ce que globalement c'était le même état d'esprit, les mêmes objectifs et les mêmes envies, on va dire. Ouais. Bah, ce qui est super intéressant, c'est que quand tu restes en France, tu ne te rends pas forcément compte des différences entre entrepreneurs, même tu vois, par exemple en Allemagne, etc. Enfin, à part si tu t'internationalises en tant qu'entreprise et que tu vas t'installer en Allemagne, et là tu te rends compte des différences, il y en a clairement. En fait, en Afrique, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, c'est pas du tout les mêmes types d'entrepreneurs. C'est ça qui est vachement cool. C'est qu'ils ne sont pas si loin ces pays, enfin sur la carte en tout cas. Et tu vois, par exemple, un entrepreneur nigérien, il est persuadé que c'est le meilleur sur Terre. Il est persuadé qu'il va tout défoncer, qu'il va lever des millions. Et, vous avez vu des similitudes entre les entrepreneurs? C'est complètement dingue. C'est très impressionnant. Alors évidemment, il y a toujours des différences, mais dans le mindset, il n'y a pas de vérité générale. Bien sûr, ouais. Mais dans le mindset, ça se ressent. Et donc ouais, le Nigérien, il a la niaque, il va y arriver et tout. Et par contre, le mec en Côte d'Ivoire, il va être beaucoup plus tranquille. Au Ghana aussi, c'est plus chill. Tu vois, on va réussir, mais on va pas révolutionner le monde. On va faire un petit truc sympa. Ça va être cool. Donc voilà, tu vois ces différences. En France, tu les as aussi évidemment. En fonction des personnes, en fonction des régions. Malheureusement, Paris est bien trop, c'est beaucoup trop centralisé. Mais tu ressens ces écarts aussi. Et ouais, ça, on trouvait ça. C'est drôle de pouvoir l'observer, de pouvoir le retranscrire via la vidéo. Et puis, c'est cool que vous arrivez à trouver des similitudes dans le pays. Tu te rends compte, en fait, à l'échelle du pays. Tu vois que les gens ne réagissent pas de la même manière, etc. Mais tu te rends compte aussi au niveau des entrepreneurs, ça c'est assez drôle. Et est-ce que du coup, on va transitionner sur le docu et le projet que tu as fait, la deuxième partie de ta césure. Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire ton docu, du coup, le fait d'aller à l'étranger, de filmer d'autres gens, de découvrir autre chose? Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire ton documentaire ou pas? Ouais, en fait, le projet en Afrique, il m'a appris beaucoup de choses, personnellement, professionnellement. Et ce qui était génial, c'est que découvrir l'entrepreneuriat, c'est top parce que ça te permet de comprendre la situation du pays, mais donc un peu à l'échelle globale, mais ça ne permet pas de comprendre comment est-ce que le développement et comment est-ce que ça impacte les populations, quoi. Et moi, ça me manquait. Je me disais, ok, ces pays, ils sont comme ça, il y a plein de trucs qui s'y créent, mais comment est-ce que les populations, elles réagissent à ça? Concrètement, ça change quoi? Et donc moi, je voulais m'intéresser à ça dans ce documentaire. Je voulais voir comment est-ce que le développement impactait les populations. Ok, parce que du coup, ton documentaire Métamorphose qui est sorti le 23 janvier, et donc c'est un documentaire qui explore l'évolution de notre monde par les yeux de ses habitants. Ce sont tes mots. Et donc du coup, voilà, est-ce que c'est ça qui t'a clairement donné envie de faire ce documentaire, ou est-ce que c'était aussi le documentaire, une idée que tu avais depuis un petit moment? Ouais, en fait, quand j'ai commencé la vidéo, je faisais des mini-documentaires. C'est-à-dire que j'allais dans des musées, je filmais ce qu'il y avait dans les musées, et je m'amusais à mettre de la poésie par-dessus, parce que j'aime beaucoup écrire. Et bon, bref, autant dire que c'est un format qui n'est pas du tout mainstream, mais bon, moi, ça me faisait kiffer. Et en fait, ce documentaire, c'était un moyen de... Enfin, j'ai toujours voulu en faire un, et c'était un moyen de revenir un peu à mes premiers amours. En gros, après mon année de césure, enfin, même pendant mon année de césure, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait ces 3-4 dernières années d'un point de vue vidéo,
Je l'avais beaucoup fait pour des clients, pour d'autres personnes, quoi, pas pour moi. Et ce documentaire, en fait, c'est un peu un retour à mes premiers amours pour la vidéo. Et surtout un projet pour moi, quoi. Ouais, parce que même au final, l'Afrique, c'était un projet qui te tenait à cœur, mais ça sortait pas de ta tête. Exactement. Donc, c'était pas un projet que moi je montais, que je faisais pour moi parce que ça me faisait kiffer. Enfin, j'ai saisi une opportunité. Et c'est un peu différent. Enfin, moi, j'y vois une subtilité en tout cas. Et est-ce que déjà, pour ceux qui l'ont pas vu, expliquer rapidement ce qu'est ton documentaire, sur quoi, enfin, qu'est-ce qu'il traite et où est-ce que tu t'es rendu? Parce que c'est quand même atypique d'aller faire ce documentaire là-bas. Du coup, ce documentaire, il fait suite à l'Afrique, où du coup, je décide de m'intéresser aux habitants, essayer de comprendre comment est-ce que le développement il vient impacter leur vie. Et je prends l'axe, j'essaye d'explorer en fait la conciliation entre croissance et enjeux. Donc les enjeux climatiques, les enjeux culturels, agricoles, etc. Et pour ça, du coup, je me suis rendu au Vietnam. Donc au Vietnam, je me suis intéressé aux groupes ethniques. Il y a tout un tas de groupes ethniques, il y en a environ 53 dans tout le pays. Et en fait, j'ai voulu essayer de comprendre comment est-ce que l'ouverture du pays à l'international, comment est-ce que le tourisme de masse au Vietnam aujourd'hui, il vient impacter ces groupes ethniques. Donc, leurs traditions, leurs Parce que cultures, finalement, etc. c'est eux les premiers touchés dans l'histoire. En fait, le pays s'est vachement développé ces 20 dernières années. Il y a eu plein de modifications, ça a complètement changé. Mais les derniers touchés, c'est ces groupes ethniques. Parce qu'en fait, ils étaient perchés dans la montagne, donc eux, ils ne voyaient pas tout ça. Et là, ça fait 5 ans que ça commence à leur arriver. Donc c'est les derniers touchés, mais en même temps, c'est les plus touchés maintenant. Bah ouais, maintenant, tu vois une transition. Et c'est là qu'elle est la plus forte, parce qu'eux, ils n'avaient pas évolué comme le reste du pays. Ils étaient restés un peu dans leur tradition, quoi, concrètement. Et donc, les voir passer en moins de une petite vingtaine d'années, quoi, à un peu l'âge de pierre, voilà, il y a ils bouffent des nouilles instantanées, ils s'habillent plus du tout traditionnellement, ils roulent en scooter. Ils roulent en scooter partout, l'exploitation du riz est plus du tout la même, la construction des maisons, bref, tout le paysage change. Et ça, je trouvais ça intéressant d'essayer pendant que on est encore en transition, essayer de comprendre un peu comment ça se passe, comment est-ce qu'il s'y habitue et tout. Donc ça, c'est une des parties du documentaire. Et l'autre partie, elle se passe en France, où là, la logique, elle n'est pas tout à fait la même. C'est que nous, cette phase de transition, d'émergence, on l'a déjà connue. C'est un peu nos grands-parents qui l'ont connue, en tout cas pour moi, où après la Seconde Guerre mondiale, le pays s'est développé, il y a eu une modernisation de la population, il y a eu un enrichissement plutôt collectif, etc. Et donc aujourd'hui, on est plus dans une notion d'essayer de concilier le développement avec les enjeux, notamment climatiques. Donc là, pour ça, je me suis intéressé à l'agriculture, où je suis allé rencontrer un agriculteur qui travaille à une agriculture plus respectueuse de l'environnement, etc. Et j'ai essayé de comprendre, comment est-ce qu'il arrive à concilier un peu, réussir à vivre, à exploiter ses terres, etc., tout en essayant d'optimiser sa production, son business, quoi. En respectant l'environnement. Qui est l'enjeu en ce moment. Qui est l'enjeu mondial. Et ce qui est assez drôle, c'est que le documentaire est sorti exactement au moment des contestations agricoles, je dirais. C'est drôle parce qu'en fait, ce qui était bien, c'est que en regardant le documentaire, tu comprenais beaucoup mieux la situation qui était évoquée par les agriculteurs, parce que ça te permettait de comprendre, il y a ces enjeux-là que nous, on n'a pas forcément conscience. Et ouais, donc je trouve que ça permettait une lecture de l'actualité qui était assez intéressante. Et puis l'expliquer vraiment simplement et de manière factuelle, on va dire. Super pédagogue. Voilà, c'est ça. C'est vrai que moi, en regardant le documentaire, ça m'a marqué parce que vraiment, on se rend compte on comprend, de ces mots. Ouais. Il le dit avec honnêteté et il ne veut pas enjoliver la situation. Ça, j'ai eu de la chance, ce qui était très bon, il faut le dire. Carrément. Là, pour le coup. Et notamment le côté, du coup, tu es parti au Vietnam. Pourquoi tu t'es dit, je vais partir seul? Et pourquoi tu as choisi le Vietnam et les ethnies du Vietnam? Et pourquoi pas un autre pays J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc j'ai un peu fait, pas les 5 continents, mais presque. J'avais jamais fait l'Asie. J'avais pu faire un peu l'Amérique latine, un peu les États-Unis, du coup un peu l'Afrique aussi. Et l'Asie était un peu un des derniers bastions que j'avais jamais fait. Et je me suis dit, dans quel pays je peux aller qui me permettent à la fois de... c'était mon vrai voyage seul. Donc il fallait un pays un peu accessible, je dirais, pas trop compliqué en tout cas. Et je trouvais que le Vietnam était un bon entre-deux, entre la Thaïlande et je dirais le Laos, où il y a la Thaïlande ultra touristique, le Laos beaucoup moins, un peu, pas sous-développé, c'est pas du tout le mot, mais un peu en retrait, quoi.
Et donc ouais, le Vietnam était assez... Enfin, j'aimais bien ce côté-là. Je me suis dit, bah vas-y, on va au Vietnam. Qu'est-ce que je peux faire au Vietnam? J'ai vu qu'il y avait, en faisant mes recherches, etc., il y avait les groupes ethniques. Je me suis dit, putain, il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. Et donc, c'est venu au fur et à mesure, quoi. Ok. Et quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées? Et est-ce que ça a été compliqué de trouver les gens à interviewer? Et je pense notamment à la jeune femme que tu as interviewée au Vietnam. Complètement. Pour le coup, ça devait être plus dur que l'agriculteur en France. Ouais, tout à fait. Mais du coup, est-ce que ça a été vraiment des grosses difficultés ou est-ce que ça allait? Est-ce que tu as eu d'autres difficultés durant ce documentaire, mais que ce soit avant la production, pendant la production ou après? Ouais, complètement. Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que a posteriori, je me suis rendu compte que créer un documentaire, donc là, il dure quand même déjà 50 minutes, donc c'est quand même, quand t'as jamais fait, c'est un vrai exercice, quoi. En fait, ça se construit à plus ou moins comme une entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque étape, t'apprends. Tu pars sur des principes qui sont pas du tout bons, tu pars sur plein d'hypothèses et tu testes idées tes qui hypothèses. sont pas forcément bonnes. Exactement. Enfin, voilà, tu testes tes idées, quoi, concrètement. C'est vraiment ça. Et du coup, donc tu pars avec une idée. Mon idée, elle a changé mais 40 fois. Concrètement, putain, le pitch de départ, je pense que mon email, il a rien à voir, quoi. Mais si je dois être tout à fait honnête, j'ai trouvé très très tardivement alors pas la trame, mais en tout cas parce que le message que je voulais faire passer. Le vrai fil rouge ouais, que tu je voulais. l'ai passé, je crois que je l'ai trouvé peut-être en novembre, quoi. Ok. Donc peut-être 8 mois après avoir commencé. Bon, bref, c'était plus compliqué que ça, mais. Ouais, mais c'est intéressant justement que tu dises ça, alors que on dirait que le documentaire a été construit pour ce film. J'ai eu beaucoup de chance. Oui, mais après c'est aussi révélateur, je pense que. Tu l'avais peut-être une idée au fond de toi que tu n'avais pas sorti ou que tu n'avais pas matérialisé par des mots. Et au final, tu l'as ressorti parce qu'en regardant le documentaire, on se rend. Enfin, moi, je me suis pas une seule fois dit, c'était pas l'idée de départ. C'est cool au moment où il était derrière la caméra, je me suis pas dit, il pensait pas à ça. Ok, ça fait plaisir, ça. Ça veut dire que c'est pas trop vraiment. mal. Non, c'est cohérent du début à la fin. Ça c'est vraiment top. Donc en tout cas, au niveau des difficultés, chaque étape avait vraiment ses difficultés. Et oui, une des premières difficultés auxquelles j'ai été confronté, c'était trouver des intervenants. Alors, il se trouve que du côté de la France, c'était beaucoup plus facile parce que en fait, l'agriculteur que j'ai interviewé, c'est un membre de ma famille. Donc ça, là-dessus, j'ai eu de la chance. J'avais un accès direct. Puis je savais qu'il était bon. Je savais pas qu'il était aussi bon concrètement, parce que je l'ai vraiment trouvé très très fort là-dessus. Et au Vietnam, en fait, j'ai utilisé différentes stratégies. Donc je me suis dit, ok, je connais personne. Comment est-ce que je peux trouver des gens qui s'y connaissent un petit peu en ethnie, etc. Parce que moi, c'est des compétences que j'ai pas, donc il faut que j'apprenne sur le sujet, donc il faut que je me forme. Et donc comment je peux faire ça? J'ai différentes options à moi, notamment les réseaux sociaux. Donc j'ai commencé par mettre des petits messages sur les groupes Facebook pour faire son petit chemin. Ça, c'était une des voies. Ensuite, je me suis dit, putain, là à Hanoï, il y a un musée de l'ethnologie. Les musées, il y a des experts. Donc je peux peut-être aller contacter ce musée pour essayer de choper des experts qui vont pouvoir me porter. Bref. Ouais, le but c'était fouiller. Fouiller partout, quoi. Enfin, t'as pas le choix, tu te débrouilles, quoi. Ouais. Donc tester un maximum de choses, un maximum de pistes. Et en fait, j'ai eu de la chance aussi. J'ai beaucoup de chance sur le documentaire. Oui, mais après, la chance, faut la provoquer. Ouais, donc, on peut dire ça, oui. T'appelles ça de la chance, mais bon, tu la mérites. Mais en fait, la petite dame que j'ai interviewée au Vietnam, qui a monté sa chambre d'hôte, etc., qui était guide anciennement, et bien, en fait, j'allais dormir chez elle, tout simplement, donc dans sa chambre d'hôte. Et puis, je me suis dit, mais son profil correspond parfaitement à ce que je cherche. C'est-à-dire qu'elle parle anglais, donc, pas donné à tout le monde. Elle est plutôt à l'aise, elle a une vraie histoire, etc. Elle est motivée pour le passer, elle passe bien devant la caméra, enfin bref. Elle avait un peu tout ce que je cherchais, et du coup, je me suis dit, putain, mais j'ai de la chance, quoi, donc il faut la saisir. Donc j'ai préparé l'interview, je lui ai dit, est-ce que ça vous dérange que je vous interviewe? Et puis c'est parti, quoi. C'était cool, ouais. Bon, d'expérience. Écoute, quoi qu'il arrive, le documentaire il sera disponible dans la description. Et moi je vous invite à aller le voir parce que honnêtement, c'est vraiment un documentaire très très bien construit. Et moi, c'est un premier, mais moi j'ai été vraiment épaté de voir en premier documentaire. Moi j'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Donc en tout cas, bravo. Pour la dernière partie, moi j'ai envie de savoir un peu plus sur ta vision de l'entrepreneuriat. Ouais. Déjà, est-ce que tu sais ce que tu veux faire après ton alternance? Est-ce que tu as des projets ou des objectifs? Ouais. Et après, je te poserai 3 petites questions sur l'entrepreneuriat de manière générale. Moi, je me suis rendu compte que ces dernières années, j'ai un peu trouvé un fonctionnement qui me plaît bien. C'est que je marche beaucoup par opportunité. Donc, c'est-à-dire que je
j'ai pas essayé de. J'ai pas vraiment de direction. Enfin, j'ai une direction que je connais, je sais où je veux aller, etc. Mais je sais pas ce qui va m'arriver dans 6 mois, quoi. Et j'ai pas envie de savoir ce qui va m'arriver dans 6 mois parce que je trouve ça excitant, quoi. J'aime bien. Je trouve que quand t'es jeune, t'as la chance de pouvoir te le permettre aussi. J'aime bien cette espèce d'instabilité, quoi. Je trouve que, moi, j'ai vite tendance à me faire chier quand je suis dans une ville à voir mon petit job, mes petites sorties, machin. Donc, moi, ça me fait chier, quoi. Donc, j'aime bien marcher comme ça. Donc, je suis incapable de dire où je serai dans 6 mois, ni dans 1 an, ni dans 5. Donc voilà, je cherche, mais par contre, je reste pas. Je reste pas immobile. Ouais, pas que les je bras vais chercher. croisés. Non, clairement pas. Bah, tu provoques la chance, et tu j'essaie de provoques les provoquer les opportunités. opportunités. Ouais. Ça, c'est un point crucial dans toute ma construction, concrètement. Hein, c'est rencontrer un maximum de personnes, participer à des événements, explorer sa curiosité et explorer toutes les possibilités que tu as. Et en fait, après, tu connectes les points, tu vois ce qui est possible de faire. Ok, ça m'intéresse, ce mec-là, il peut être bien. On va voir s'il y a moyen de faire un truc. Enfin bref. Donc ouais, ça, c'est un fonctionnement qui me plaît bien, quoi. Ok, top. Petite question, est-ce que tu penses que pour toi l'entrepreneuriat est ouvert à tous, ou est-ce que il faut déjà être un peu formaté personnellement, pas par les études, etc., mais personnellement, et avoir le caractère entrepreneurial, ou est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Alors, je dirais que c'est de plus en plus accessible, mais que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et au début, je pensais que tout le monde l'était. Et je le pense de moins en moins parce que je vois même avec mes potes, etc., qui suivent un cursus je dirais plus classique, entre guillemets, mais qui leur va mais parfaitement. Mais dans lequel moi, je ne me retrouve absolument pas. Donc, non, je pense que. Mais moi, je trouve ça cool, quoi. La vie est quand même bien faite. Tant que chacun y trouve son compte, moi. Mais. Ouais, non, je ne considère pas que l'entrepreneuriat soit fait pour tout le monde. Moi, c'est quelque chose qui me correspond, qui me plaît, notamment tout ce que j'ai pu expliquer avant. Mais non, il y a des gens qui se retrouvent très bien dans des trucs plus tranquilles, etc. Enfin, c'est un certain mindset, quoi. Ouais. C'est pas. Faut arriver à l'encaisser parce que. Ouais, oui. On se prend pas mal de claques. Ouais, c'est clair. Moi, je suis. C'est pas lisse. Non, c'est pas lisse, non, c'est clair. Moi, je suis addict à cette espèce de sensation où tu cherches à avoir quelque chose et tu l'obtiens ou pas à la fin, mais cette sensation, elle est complètement dingue, quoi. C'est une espèce d'excitation, là, c'est génial. Ouais, ça se voit quand t'en parles, et moi je le retrouve aussi. C'est vrai que c'est ce qui me plaît aussi, c'est ce que je cherche, d'avoir cette. De ne pas être sûr et d'être un peu en mode freestyle pour se sauver, c'est cool. Je pense que là-dessus, on se retrouve. Est-ce que tu penses qu'il y a un âge pour entreprendre ? Est-ce que pour toi, c'est mieux d'entreprendre jeune à côté des études comme tu as fait ? Est-ce que c'est mieux d'attendre la fin des études et puis se lancer directement après les études ? Ou est-ce que toi, tu penses que c'est même mieux d'attendre d'avoir plus d'expérience, d'avoir fait 1, 2, 3 CDI pour justement être sûr des compétences et après se lancer ? Toi, tu le vois comment ? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est faire. Donc, c'est-à-dire que dès que tu as l'envie de faire et que les conditions le permettent, faut pas si tu as envie d'y aller, vas-y, quoi. Pour moi, c'est ça, il n'y a pas d'âge où. Enfin, on voit un nombre de vidéos de gosses qui entreprennent à genre 13 balais ou 15 balais. Surtout sur les réseaux en ce moment. C'est un truc de fou, quoi. mais c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Moi, je considère ne jamais avoir autant appris que quand j'ai entrepris. Ouais. Donc si les gens peuvent découvrir par eux-mêmes et que ça leur correspond et que ouais, franchement, go, quoi. C'est génial. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'être en France. Hein, c'est quand même une grande chance, on oublie un peu trop. Toi, tu l'as vu en plus. Ouais. Tu vois, l'accès à l'entrepreneuriat, l'accès à des études, etc., à un cadre de vie. Et c'est pas la même chose d'entreprendre au Nigeria et d'entreprendre en France, quoi. Et je pense qu'on a cette chance de pouvoir se le permettre, donc ouais, il faut y aller, quoi. Ouais, puis comme tu l'as bien dit, c'est faire, c'est passer à l'action. C'est passer à l'action. Quand on a une idée, y aller, et arrêter de se mettre des blocages tout seul, personnels, qui n'existent pas vraiment, en fait. Ouais, et puis ça, je me rends compte un peu, je suis en train d'apprendre dessus, mais quand on parle d'entrepreneuriat, on imagine tout de suite une boîte avec 20, 300 employés, etc. Putain, mais je suis en train de me rendre compte qu'on m'a toujours un peu appris cette vision de l'entrepreneuriat, mais je veux dire, monter une boulangerie, c'est de l'entrepreneuriat. Tester, être freelance, faire ses petits, faire des logos, faire des machins, c'est de l'entrepreneuriat. Être jardinier, c'est de l'entrepreneuriat. Tout est de l'entrepreneuriat. Complètement, ça veut un peu dire. C'est pour ça que j'aime bien le côté l'entrepreneuriat, c'est faire, parce que je trouve que ça résume bien l'entrepreneuriat.
Mais bon, c'est aussi le message que je veux faire passer dans mon projet global. Ouais. C'est vraiment, moi je parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais pour moi c'est tellement large l'entrepreneuriat. Super large. L'entrepreneuriat, c'est pas créer une start-up du tout. Non, Enfin, non. c'est de l'entrepreneuriat, mais Ouais. pour moi c'est pas ça le terme Tout entrepreneuriat. à fait d'accord. Donc C'est juste que le mot entrepreneuriat est très à la mode. Exactement. Ça a toujours existé. Et pour moi, c'est ça qui permet à l'homme d'évoluer, quoi. Mais j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est faire. Pour finir, dernière petite question. Est-ce que tu peux me donner 3 mots qui pour toi définissent l'entrepreneuriat justement? Wow. Tu peux réfléchir parce que ça vient pas de suite. Bah, enfin, je pense, en fait, c'est un peu tous les mots que j'ai cités, quoi. C'est faire. Pour moi, il y a apprendre aussi dans l'entrepreneuriat. Et un troisième? Et un troisième, saisir, je dirais. Saisir. Ouais, saisir Opportunité, l'opportunité, saisir les machins. Enfin, c'est un peu tout ce que je décris, quoi. Je me renouvelle un peu, mais pas Top. vraiment, mais... Non mais c'est parfait. Bah écoute, merci beaucoup pour cette interview. c'est à toi, Alexandre. C'était Trop top. cool. Oui, carrément. Je pense que ça a pu inspirer beaucoup de monde et je pense que ça les inspire autant que moi. Je suis content de t'avoir reçu et puis hâte de voir tes futurs projets. Tout à fait. Futur documentaire. Exactement. Je mettrai en lien dans la description les réseaux d'Augustin et son documentaire. Et puis on se dit à très vite. Merci beaucoup. Salut. Bon bah parfait. Merci beaucoup. Trop cool. Impeccable. C'était bien, ouais. C'est parfait.